Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Comment réduire ses impôts par le don. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cet échange Maître Florence Gros, qui est notaire à Lille. Florence, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, bonjour Léa, merci, je suis ravie d'être là. Écoutez, oui, j'interviens pour la partie un peu juridique du sujet. Je suis notaire à Lille depuis 2011, installée associée depuis 2014. Et dans le cadre de mes mandats pour la profession, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois l'Institut Pasteur de Lille avec lequel je suis très heureuse de poursuivre la collaboration aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, pour ma part, Léa de Seigne, je suis responsable de la philanthropie à l'Institut Pasteur de Lille. L'idée aujourd'hui, c'est de vraiment vous proposer du contenu et de l'information sur le don et la fiscalité qui y est associée. Sur le format du webinaire, donc là, on se donne 1 heure devant nous maximum. Vous pouvez poser vos questions via la discussion. Voilà, c'est plutôt par format écrit. Nous, on va présenter avec Florence voilà, ce webinaire, le contenu qu'on vous propose aujourd'hui. On va vous dérouler ça et à la fin, on vous propose un moment de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis on y répondra à l'issue de cette présentation. Euh, donc, nous voilà partis. Je voulais commencer quand même rapidement par vous parler de l'Institut Pasteur de Lille, puisque aujourd'hui, c'est cette fondation qui vous propose le contenu. Donc, l'Institut Pasteur de Lille, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis maintenant bientôt 130 ans. 130 ans d'histoire et de découverte, donc qui est initié par Louis Pasteur, qu'on l'on connaît pour un certain nombre de travaux, notamment autour de la rage. Mais c'est aussi des réussites dès l'installation de l'Institut Pasteur à Lille, avec son premier directeur, Albert Calmette, et la création du vaccin BCG contre la tuberculose, qui est aujourd'hui encore fait à un bon nombre d'enfants dans le monde et qui continue à sauver des vies, mais c'est aussi des réussites et des découvertes bien plus récentes avec un nouveau vaccin contre la coqueluche de manière nasale, aussi de nouveaux médicaments contre la tuberculose multirésistance aux antibiotiques, ou encore de nombreux travaux sur la maladie d'Alzheimer et notamment sa génétique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un campus assez unique au cœur de l'île, puisque nous sommes une fondation privée, mais nous agissons dans la recherche, avec 35 équipes de recherche, plus de 50 000 mètres carrés de laboratoire, plus de 800 collaborateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde pour travailler sur des thématiques aujourd'hui qui vont de toutes les maladies infectieuses, l'antibiorésistance, les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, les cancers, voilà, tout ce qui va être autour de toutes ces maladies-là, mais aussi de la prévention. Puisque l'Institut Pasteur de Lille s'est doté d'un centre de prévention avec des médecins, des diététiciens, des psychologues, des infirmiers. On reçoit chaque année plus de 25 000 personnes pour des vaccinations et 15 000 personnes pour des examens de prévention en santé. Euh, voilà, et donc aujourd'hui, en fait, l'objectif de l'Institut Pasteur de Lille, c'est vivre mieux plus longtemps, puisqu'on constate qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie, mais pas de l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, une petite fille sur deux qui naît sera centenaire, donc c'est vraiment des défis aujourd'hui au niveau mondial qu'adresse l'Institut Pasteur de Lille, cette longévité croissante de la population, mais que l'on souhaite en bonne santé, mais aussi tout ce qui va être autour du changement climatique et de son impact sur la santé. Voilà, et donc je terminerai juste sur ça, mais pourquoi est-ce qu'aussi aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous proposer ce webinaire sur le don et la fiscalité associée, c'est parce que les dons sont essentiels pour la recherche au sein de l'Institut Pasteur de Lille. C'est une fondation qui doit se reposer sur de la recherche de fonds pour financer 75% de ses missions. Voilà, aujourd'hui, on a une petite partie de subvention de l'État, mais c'est essentiellement la générosité des particuliers, des entreprises, et puis tous les appels à projets, tous les contrats aussi que vont pouvoir aller chercher nos chercheurs, auxquels vont pouvoir postuler nos chercheurs, qui vont nous permettre d'avancer. Donc, les dons sont extrêmement importants.
Je vais laisser la parole à Florence pour Oui, se alors pour vous lancer. expliquer ce qu'est donc un don, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. De façon très simple, un don, c'est un cadeau. C'est transmettre quelque chose à quelqu'un gratuitement, c'est-à-dire sans espérer une contrepartie. Et donc ce don, il peut porter sur toutes sortes de choses. Ça peut être un meuble, une somme d'argent, un immeuble. Donc il est pas de toute configuration. Et dans son mode d'exécution aussi, il peut être fait juste une fois ou aussi être instauré de façon régulière. Voilà, ça reste du don. Donc j'ai dit que c'était sans contrepartie, mais pour vous y inciter, ce qui est sympa, c'est de pouvoir s'appauvrir, donc en faisant ce don, mais au profit d'autrui pour enrichir autrui. Et donc, il y a quand même des dispositifs qui permettent de mettre en place des contreparties intéressantes pour celui qui est généreux. Voilà. Donc Léa, je crois que c'est la En slide effet, suivante. c'est-à-dire que vous avez quand même une contrepartie aujourd'hui qui est proposée pour les dons. Et pour certains dons, on y revient juste après pour le préciser, mais en effet, l'État consent à renoncer à une partie de ses recettes fiscales en vous octroyant une réduction d'impôt. Et donc ça, c'est la partie du reçu fiscal. Du coup, je suis allée un petit peu plus rapidement, mais j'étais sur le reçu fiscal, évidemment. C'est vraiment l'idée d'encourager la générosité, d'avoir cet effet de levier pour que voilà, vous avez votre don et cette contrepartie-là proposée par l'État, finalement, c'est cette réduction fiscale. Et donc, en effet, sinon, comme le disait Florence, le don, c'est quelque chose où on doit s'appauvrir. Donc, quand on fait un don, il n'y a pas de contrepartie significative. Si vous faites un don, mais qu'en échange, vous obtenez quelque chose, en fait, c'est un achat. C'est la différence avec l'achat. Vous donnez de l'argent et vous recevez à ce moment-là quelque chose. En France, on estime il n'y a pas de loi clairement définie, mais c'est la pratique, en tout cas, de l'État et de la jurisprudence, que la contrepartie que vous pourriez avoir hors reçu fiscal à votre don doit s'élever maximum à 25% du montant du don. Et c'est vrai que parfois, quand vous faites un don à une association, vous pouvez avoir le droit à une visite ou des places s'il y a un spectacle. Voilà, si c'est à la marge, si c'est quelque chose de minime au regard de l'appauvrissement que vous avez eu, vous, en faisant ce don, c'est accepté. Mais ce n'est pas pour tous les dons. Oui, puisque en fait, évidemment, c'est pas n'importe qui peut recevoir un don pour avoir droit aux réductions fiscales. L'administration, elle admet de vous consentir elle-même un cadeau, du coup, si vous êtes généreux pour le groupe en général, pour un organisme d'intérêt général, du coup. Donc, il faut qu'il soit reconnu comme tel. Donc, il faut qu'il n'ait pas un but lucratif. Il faut qu'il ait un objet social et une gestion désintéressée. Et il ne faut pas qu'il fonctionne, ce groupe qui va recevoir votre don, qu'au profit d'un nombre restreint d'individus sur des critères bien particuliers. Donc, avant de faire votre don, il faut bien vous renseigner, pour savoir si l'organisme auquel vous apprêtez à le faire est bien un organisme d'intérêt général. Donc, c'est le cas des fondations reconnues d'utilité publique, d'organismes à caractère philanthropique, éducatif, scientifique. Vous pouvez vraiment choisir votre domaine, hein, et aussi sportif, familial et culturel. Donc, selon votre sensibilité, vous pouvez mettre votre générosité au service de ce secteur-là. Et il y a aussi tout ce qui concerne la valorisation du patrimoine, de l'environnement, de la culture, de la langue, des connaissances scientifiques. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très large. Le tout étant de vous de choisir celui qui vous parle le plus au moment où vous souhaitez faire votre don. Tout à fait. Alors, moi, je voulais vous faire une petite aparté. On va revenir après sur la réduction fiscale en elle-même. Mais comme le disait Florence tout à l'heure, le don peut être ponctuel, il peut être régulier. Pour les associations, les fondations, le don régulier est extrêmement important. Évidemment, tous les dons comptent, mais c'est vrai que le don régulier particulièrement est un levier important pour nos actions. Il permet également de maximiser votre réduction fiscale. Donc, je le dis rapidement, mais le don régulier, il est très efficace parce qu'il permet aux organisations, c'est quelque chose de stable. Le don régulier, c'est quand vous avez un prélèvement automatique tous les mois et tous les mois, ce don arrive directement à l'organisation. Donc, c'est quelque chose qui est stable, qui est prévisible aussi pour les organisations, qui leur permettent de voir d'avance et de planifier un peu plus à long terme. Il est simple, il est extrêmement simple pour vous puisque c'est un prélèvement automatique, comme je le disais. Donc, vous n'avez plus à vous en occuper une fois que vous avez décidé de faire ce don régulier. Il est mis en place, il n'y a plus besoin de s'en occuper, il est fait automatiquement.
Mais bien sûr, il est absolument modifiable à tout moment. Il peut être arrêté à tout moment. Il suffit de contacter l'organisation qui met fin alors ou qui modifie, qui l'augmente, qui le diminue ou qui le modifie. Il est avantageux puisque, et ça on va le voir juste après, évidemment il a les mêmes avantages fiscaux que le don ponctuel, mais ici ça va être lissé sur l'année et vous avez bien droit à une réduction fiscale sur chaque don qui est fait à l'année, et c'est pas pour un seul don. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Il est particulièrement intéressant puisque il y a une avance, il y a un acompte de 60% de la part de l'État sur la réduction fiscale à partir du moment où vous faites des dons qui sont réguliers. Alors, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres. Quand ces dons sont réguliers, il est bien plus facile de calculer cet acompte qui vous est dû chaque année. Mais donc ça, on y reviendra un petit peu plus loin. Et si vous avez des questions, on pourra les reprendre aussi une fois qu'on a précisé ces différents points. Voilà, je vous laisse Florence pour la fiscalité. Voilà, et donc du coup, cette fiscalité du don, elle s'applique à tous les impôts auxquels vous pourriez être soumis. C'est-à-dire que vous avez un avantage à donner, que vous soyez soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et même à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors évidemment, les modalités et les taux sont différents pour chaque impôt, mais chaque impôt peut bénéficier d'une réduction à ce titre-là. Donc si on prend l'impôt sur le revenu, c'est 66% du montant pardon, des dons qui donne droit à une réduction dans la limite de 20% de votre revenu. Vous avez la loi Coluche qui avait mis en place un dispositif supplémentaire aussi pour l'impôt au revenu, où les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, vous avez une réduction de 75% dans la limite de 750 euros. Lorsque vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, là, c'est 75% de votre don qui est déductible dans la limite de 50 000 euros. Et enfin, les sociétés ne sont pas oubliées, puisque à l'impôt sur les sociétés, c'est 60% du montant du don, dans la limite de 0,2% du chiffre d'affaires ou de 10 000 euros, qui peut être porté en déduction fiscale. Donc ça concerne vraiment bien tout le monde. La générosité est l'affaire de tous les contribuables. Et alors, simplement, si je peux ajouter, c'est qu'en effet, il y a toujours, c'est dans la limite d'un certain montant du revenu imposable, voilà, par exemple 20% dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Mais si vous avez fait des dons particulièrement importants une année et que votre impôt ou que vous avez eu moins d'impôts à payer, etc., l'excédent sera reportable sur les 5 années suivantes. Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, pas pour l'IFI. Donc, l'objectif aussi de ce webinaire, c'était de vous proposer quelque chose de très concret. On ne va pas être que dans la théorie, donc on va vraiment rentrer dans vous donner concrètement à la fois le calcul et puis comment est-ce qu'on déclare derrière pour que vous soyez absolument prêts et les délais, les dates, etc. Là, l'idée, c'était pour vous faire un exemple un peu concret de calculer la réduction d'impôt suite à un don. Donc, si vous faites un don simple, admettons à l'Institut Pasteur de Lille sur une année, un don de 500 euros, comme l'expliquait Maître Gros, 66% de réduction au titre de l'impôt sur le revenu. Un don de 500 euros ne vous coûtera réellement que 330 euros, puisque le reste sera déduit de l'impôt que vous devez à l'État cette année-là. Admettons maintenant que vous avez été très, très généreux cette année et donc vous avez fait différents dons. Et donc, il y a eu un don de 500 euros à l'Institut Pasteur de Lille, mais également un gros don de 1 400 euros au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur font partie des organisations qui sont concernées par la loi Coluche. Et donc, en 2023, encore cette année, ça a été prolongé. C'est pour les dons qui n'excèdent pas 1 000 euros. Donc, vous pouvez déduire 75% du montant du don de votre impôt jusqu'à 1 000 euros. Puis ensuite, c'est les 66% qui passent au-delà de ça. Donc, sur un don de 1 400 euros, dans ce cas-là, vous déduisez 75%, donc vous avez moins 750 euros. Donc, on arrive à 650. Et sur les 650 euros qui restent, non, pardon, sur les 400 euros qui restent, excusez-moi, là, je vais reprendre. Vous avez fait 1 400 euros de dons au Resto du Cœur. Sur les 1 000 euros, vous avez 75% de réduction. Et sur les 400 euros, vous avez 66% de réduction. Donc, au total, ça vous fait une réduction d'impôt de 1 344 euros entre la réduction d'impôt pour votre don à Pasteur Lille et la réduction d'impôt pour votre don au Restaurant du Cœur.
Donc, pour un don total de 1 900 euros, vous avez 1 344 euros de réduction d'impôt. Et finalement, ça ne vous a coûté que 556 euros cette année-là. J'espère que c'est assez clair, mais on y reviendra si vous avez des questions. Et donc, du coup, très concrètement, comment fait-on? Alors, Léa vous a parlé tout à l'heure de la possibilité pour l'administration fiscale de tenir compte par avance des dons que vous mettez en place de façon régulière et qui étaient récurrents, qui vous donnaient droit, du coup, par avance à une réduction, une prise en compte. Mais d'un point de vue tout à fait concret, quand on ne peut pas déclarer les dons de l'année qu'on a fait, l'année où on les a faites, puisque par définition, on ne connaît pas leur montant total. Donc, si on se place cette année, c'est en 2024 que vous déclarerez les dons que vous aurez fait en 2023. Voilà. Et pour ça, il vous faut remplir des cases bien spécifiques de votre déclaration de revenus, qui sont les cases 7UF, 7UD et 7UJ, que vous voyez sur le petit PowerPoint en dessous là. Voilà. Tout à fait. Et vous avez également le report de l'excédent des dons antérieurs tout en dessous. Donc là, par exemple, c'était une déclaration Oui. des revenus, donc 2021. Et donc, vous pouviez mettre aussi s'il y avait eu un excédent des années antérieures, comme je le disais tout à l'heure. Et alors, la question, c'est, surtout que maintenant on fait tout en ligne, est-ce qu'il faut absolument le justificatif? Alors non, c'est déclaratif, hein, vous remplissez vos cases par rapport aux dons que vous avez réalisés. Et il faut simplement pouvoir être en mesure d'en justifier. C'est-à-dire que l'administration fiscale vous demande de justifier du don que vous avez fait, vous devez pouvoir produire le reçu fiscal évoqué par Léa tout à l'heure. Et donc là-dessus, vous inquiétez pas, soit vous êtes hyper organisé, vous le trouvez tout seul, soit c'est plus compliqué, vous pouvez toujours recontacter l'association à laquelle vous avez fait votre don et ils sauront très bien vous rééditer ou vous renvoyer le reçu fiscal pour justifier auprès de l'administration fiscale de la réalité de ce don. Voilà, donc pas de stress. Tout à fait. Et alors, plus particulièrement à l'Institut Pasteur de Lille, si vous êtes donateur, vous avez un espace donateur sur notre site internet que je vous invite à activer et à aller découvrir. Dans ce cas-là, vous pourrez retrouver tous vos reçus fiscaux directement dans votre espace donateur. Mais en effet, comme le disait Maître Gros, il est tout à fait possible de nous recontacter pour avoir votre reçu fiscal. Alors, je vois qu'on a déjà une question. Est-ce que je vais la reprendre un peu après la question parce que peut-être que ça sera plus clair avec la suite de la présentation et on fera un point sur les questions à la fin. Alors, il y a également un dispositif qui a été mis en place par l'État avec la mise en place du prélèvement automatique et du prélèvement à la source. Puisque avant, on faisait des dons dans l'année, on faisait au printemps sa déclaration de revenus et on savait quel impôt on devait ensuite, qui pouvait être étalé, mais c'était a posteriori. Maintenant, il y a ce prélèvement à la source. Évidemment, les réductions d'impôt continuent d'être prises en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Et en fait, ils sont calculés sur la base des dépenses qui sont indiquées dans la déclaration annuelle des revenus avec une année de décalage. Donc, je vais vous expliquer au global parce que c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre. En fait, c'est avec une année de décalage, c'est-à-dire qu'en 2024, donc là, en janvier 2024, l'État pourrait vous verser un acompte ou une avance de 60% des dons que vous aviez déclarés sur vos revenus 2022. Parce que ce sera basé sur la déclaration que vous avez faite là en 2023. Mais c'était la déclaration qui a été faite là en mai-juin, que chacun a fait, était basée sur les revenus et donc aussi sur les charges et sur les dons faits en 2022. Donc, si vous aviez fait, par exemple, pardon, oh là, je suis allée trop loin. Si vous aviez fait, je suis désolée, j'ai perdu le contrôle. Si vous aviez fait en 2022 un don de 500 euros à une association, vous aviez eu une réduction d'impôt de 330 euros. Dans ce cas-là, vous recevez en janvier 2024 un acompte de 60%, donc de 60% de ces 330 euros, donc 198 euros. Et donc ça, c'est à la mi-janvier. Et à
l'été 2024, une fois que vous aurez fait votre déclaration en mai-juin 2024 sur vos revenus 2023, vous recevez le solde. Si vous avez refait en 2023 le même don, à ce moment-là, vous aviez fait un don de 500 euros en 2022, vous avez refait votre don de 500 euros en 2023, alors vous recevrez l'acompte en janvier et le solde de 132 euros en septembre 2024. Sinon, si votre don a changé, vous n'avez peut-être pas refait de dons en 2023, vous avez fait plus de dons en 2023, moins de dons. Vous recevez l'acompte en janvier de 198 euros. Au moment où vous faites votre déclaration de revenus, donc en printemps 2024 pour les revenus 2023, vous indiquez les dons que vous avez faits cette année-là. Et à ce moment-là, un calcul est fait. Et ça peut être une régularisation de la différence en septembre 2024. Soit vous aviez fait moins de dons et donc il y aura un remboursement, soit vous avez fait plus de dons. Et dans ce cas-là, l'État le prendra en compte et diminuera votre impôt ou régularisera votre impôt avec vous. Si vous n'aviez pas fait de dons en 2022 et que vous n'aviez pas fait de dons, vous n'aurez pas d'avance en janvier 2024. Si c'est la première fois en 2023 que vous faites un don, il n'y aura pas d'acompte. Mais en revanche, si vous faites des dons en 2023, alors ce sera pris en compte en janvier 2025 sur la base des dons que vous aurez fait en 2023 et que vous aurez déclaré en 2024. Voilà, c'est un tout petit peu complexe, mais c'est l'administration fiscale qui a proposé ça suite à la mise en place du prélèvement à la source. Quoi qu'il en soit, pas de panique, le calcul sera de toute façon fait automatiquement au moment de la déclaration des revenus. Donc encore une fois, il faut juste que vous gardiez en tête les dons que vous avez faits à des organisations. Éventuellement, vous redemandez aux organisations le reçu fiscal si vous l'avez perdu pour avoir la confirmation des dons et du montant que vous avez fait. Et vous pouvez aussi modifier l'avance que vous devez percevoir. Admettons que vous aviez fait des gros dons en 2022, parce que ça peut arriver, on perçoit de l'argent à un moment donné pour une situation particulière. Il y a pu y avoir des gros dons en 2022 et vous savez qu'en 2023, les dons ne seront pas forcément à la même hauteur. Alors, au dernier trimestre, vous pouvez vous connecter sur votre espace service public au niveau des impôts pour modifier ou annuler cette avance à percevoir. Voilà. Et si vous comptez, donc sinon, l'avance, elle est reprise au moment de la liquidation de votre impôt à l'été 2024. Et si c'est trop important, eh bien, vous pouvez devoir rembourser cette avance. Donc, si on reprend là, j'ai essayé de vous faire un schéma avec une frise chronologique. Vous aviez fait un don en 2022, 500 euros, admettons, à l'Institut Pasteur de Lille. Vous aviez eu une réduction d'impôt de 330 euros. En 2023, là, on est sur la fin d'année, octobre-décembre. En tout cas, pendant l'année, vous avez fait des dons aux organisations de votre choix. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier l'avance à percevoir. Admettons que vous avez de nouveau fait votre don de 500 euros à l'Institut Pasteur de Lille et vous n'avez rien changé. Vous recevez donc en janvier prochain le versement de l'acompte de 198 euros. Et en septembre 2024, après avoir déclaré vos revenus 2023, vous recevez le solde. Si cela a changé, soit ce sera régularisé en septembre 2024, soit vous faites le choix dès cette fin d'année de modifier l'avance à percevoir. J'espère que c'est à peu près clair. Bon, d'où l'intérêt, Léa, en fait, d'être régulier dans ses dons. Exactement. Ça a le Et mérite donc, de simplifier grandement le travail de tout le monde. exactement. Et donc, c'est évidemment tout à fait ça ce que je disais un peu plus tôt, c'est que quand vous faites des dons réguliers et que vous savez que voilà, vous souhaitez donner de manière régulière, et peut-être que vous l'étalez chaque mois, ce qui est aussi peut-être en termes de chez vous de fonctionnement tout aussi simple. Et bien en fait, comme c'est lissé, que d'une année à l'autre ça change peu, ce sera beaucoup plus simple aussi de votre côté. Merci Florence. Je voulais aussi reprendre du coup aujourd'hui les dates à retenir là très concrètement et ensuite ce que je propose c'est qu'on prenne vos questions. Là si on reprend très concrètement les dates, vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année, 23h59, pour faire votre don afin qu'il soit déductible au titre de l'impôt sur le revenu 2023. Parce que là, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui est valable au titre de l'impôt sur le revenu. En janvier, comme je vous le disais, il y a cet acompte si vous avez fait des dons en 2022. En mai-juin, vous déclarez vos revenus et vos charges 2023. Il y aura le calcul du reste à percevoir de cet acompte ou non si jamais vous avez fait moins de dons ou plus si vous avez fait plus de dons. En ce qui concerne l'IFI,
et ça, je pense que c'est important aussi de le dire pour ceux qui sont assujettis à l'IFI, la date de la limite des dons pour être prise en compte n'est pas le 31 décembre de l'année civile. Les dons qui sont comptabilisés pour être déduits au titre de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, sont les dons qui sont effectués entre le moment où vous aviez déclaré les dons de l'année précédente, donc la déclaration IFI 2022, et le moment de votre déclaration IFI 2023. Et la déclaration de l'IFI, aujourd'hui, elle est faite en même temps que la déclaration des revenus, de l'impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire que là, pour pouvoir déduire un don au titre de l'IFI, vous pouvez le faire entre donc mai-juin, selon la date à laquelle vous aviez déclaré votre IFI 2022, et la date limite de l'IFI 2023 qui sera donnée en début d'année 2024, mais qui sera de la même manière en mai-juin 2024. Donc là, vous avez un peu plus de temps pour faire des dons au titre de l'IFI. Et donc, en septembre 2024, si besoin, il y aura une régularisation de votre impôt au regard de cette avance. Voilà, alors, voilà pour la présentation à ce stade de ce qu'on voulait au moins vous présenter. Est-ce que on peut prendre le temps de répondre aux questions? Donc, on a reçu des questions sur... Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&R, questions-réponses. J'ai donc, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les excédents des années antérieures et son fonctionnement? Est-ce que Florence, je vous laisse la parole ou... C'est-à-dire que si vous avez été trop généreux Je une reviens. année, en fait, vous ne pourrez Voilà. pas, comme toutes les réductions sont plafonnées, vous ne pourrez pas imputer toute votre générosité sur l'année où vous l'avez faite. Donc, il est prévu que ce qui dépasse, entre guillemets, vous puissiez le déclarer les années suivantes. Et donc, c'est ce que Léa est en train de rafficher à l'écran. Dans votre déclaration de revenus, il y a des cases spécifiques qui sont prévues. Vous puissiez reporter votre trop grande, on n'est jamais trop généreux, on s'entend, mais votre trop grande générosité d'une année sur les années suivantes pour que vous-même, vous puissiez en profiter davantage. Et qu'en fin de compte, ça puisse profiter à tout le monde. Exactement. Et généralement, ces excédents sont mis automatiquement par l'administration fiscale au moment où vous ouvrez votre déclaration de revenus. Maintenant, c'est toujours important de garder trace de votre côté, de rouvrir votre déclaration de l'année précédente pour vous assurer quand même, parce que généralement les choses sont pré-remplies, mais il faut quand même bien les revérifier pour s'en assurer. Ensuite, j'ai une autre question. Est-ce que les dons sont différents pour une association type loi 1901 ou une fondation? Non, le tout, c'est de s'inquiéter surtout qu'elle soit reconnue d'utilité publique. Pareil, je En fait, remonte. fondation ou association loi 1901 sont des statuts juridiques. Et ce qui est visé par la réglementation fiscale en matière de réduction, c'est pas tellement la structure juridique en elle-même, mais son but. Et donc son but, il est validé par le fait qu'elle soit reconnue d'utilité publique. Donc c'est ça qu'il faut demander absolument à l'organisme que vous envisagez de gratifier. Après, quand vous êtes dans un des institutionnels, bon, forcément, typiquement Institut Pasteur de Lille, il n'y a pas vraiment de questions à vous poser, mais dès que vous sortez du cadre des grandes associations comme ça, faut vraiment leur poser la question parce que sinon, ça vous donnera droit à rien du tout. Tout à fait. Alors, je n'étais pas sur le bon, excusez-moi, mais je voulais remettre. Je suis désolée. C'est un petit peu en décalé. Donc, en Voilà. effet, c'est ces organisations-là. Tout don n'ouvre pas forcément droit à un reçu fiscal et il faut que l'association ait reçu, en effet, soit le reconnu d'utilité publique, soit un rescrit fiscal. J'ai une autre question. Je suis non imposable. Puis-je bénéficier d'un remboursement des impôts sur les dons effectués? Alors là, je peux répondre, Florence, éventuellement. Non, en fait, dans le cadre du don, nous sommes sur une réduction d'impôt et non sur un crédit d'impôt. Et la différence, c'est bien qu'il y a la réduction d'impôt, c'est qu'on vient réduire le montant de l'impôt que vous devez. En revanche, si Mm. vous n'êtes pas imposable, elle est perdue. S'il y a un excédent, ça pourra être reporté. Et donc, peut-être que si vous êtes imposable l'année suivante, vous pourrez en faire valoir, mais il n'y aura pas de remboursement à un moment donné. C'est simplement moins d'impôts à payer sur l'impôt que l'on doit payer. Là où les crédits d'impôt peuvent ouvrir droit à un remboursement. Je ne dis pas de Merci bêtises, Léa. Florence. Non, non, je valide. On avait également eu une question qui était les 66% de réduction rentrent-ils dans les 10 000 euros de plafond d'aide fiscale? Mhm. Donc sur ce point-là,
Maître Gros, est-ce que je... Oui, on avait dit, alors, les aides fiscales, le plafond de 10 000 € d'aide fiscale vise les dépenses que vous faites et qui vous profitent, comme des travaux de rénovation chez soi ou de l'aide d'employer quelqu'un à domicile. Donc, c'est des dépenses que vous faites pour vous, pour votre foyer fiscal, entre guillemets, qui ouvre droit à des déductions. Donc, c'est pas du tout le même poste là. Nous, nos 66%, c'est uniquement les dons qui sont faits à des œuvres, des organismes caritatifs. C'est pas du tout les mêmes postes. Exactement. On a aussi eu des questions sur est-ce que ça s'applique aux dons un peu spécifiques de type arrondi en caisse. Donc en effet, Mhm. aujourd'hui, on a parlé de dons là, plutôt de dons assez classiques où vous faites un chèque, un virement, vous payez en ligne directement un don, une somme d'argent à une organisation que vous avez choisie. Mais il existe d'autres formats de financement aujourd'hui. Et donc, par exemple, il y a des arrondis en caisse quand vous êtes en magasin et qu'on vous propose sur le terminal de paiement d'arrondir de quelques centimes à l'euro supplémentaire pour faire des dons aux associations. C'est un dispositif qui est très intéressant, qui est précieux pour les organisations parce que c'est le fait que tout le monde y participe qui va permettre d'apporter des fonds supplémentaires. En revanche, il faut savoir que le traitement d'un don et l'émission d'un reçu fiscal coûtent de l'argent aux organisations auxquelles vous faites vos dons. Et donc, généralement, les organisations n'émettent pas de reçu fiscal en dessous de 7 à 10 euros de don, parce que sinon, ça coûte plus cher que de recevoir le don. Ainsi, quand vous faites un don sur un arrondi en caisse de quelques centimes, vous n'aurez pas le droit à un reçu fiscal. De toute façon, sur quelques centimes, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, quand il y a du financement participatif, type du crowdfunding, généralement, comme il y a des contreparties, et ça on en parlait au début, là, il n'y a pas d'émission de reçu fiscal puisque vous avez une contrepartie qui est à la hauteur de la valeur de l'engagement que vous avez pris en participant à ce projet. C'est plus un Quand investissement vous... qu'un don, en fait, dans ce cas-là. Exactement, tout à fait. C'est un Après, placement. exactement, oui, oui, c'est ça. C'est un investissement en placement, tout à fait, vous avez raison. Après, certaines organisations font des campagnes de collecte de type crowdfunding, mais qui sont de la collecte pure. Et là, évidemment, on revient dans un don qui est plutôt un don fléché sur un projet et qui, là, ouvre droit à un reçu fiscal. On voit de plus en plus se répandre le don par SMS, où là, vous pouvez envoyer un SMS. Là, c'est l'opérateur qui collecte les dons et qui les remet à l'association ou à la fondation, mais qui ne transmet pas vos coordonnées. Et le reçu fiscal est obligatoirement adressé à une personne à titre personnel avec son nom, son adresse. Donc, à partir du moment où vous faites un don de manière anonyme, où l'organisation n'a pas vos coordonnées, il n'est pas possible de vous effectuer un reçu fiscal, puisqu'il faut qu'on puisse avoir votre nom, votre adresse et vos coordonnées. Et en revanche, peut-être un dernier point, c'est lorsque vous payez une cotisation à une association, si celle-ci est reconnue d'intérêt général, reconnue d'utilité publique et qu'elle est en capacité d'émettre un reçu fiscal, vous pouvez avoir un reçu fiscal en échange, puisqu'on estime que les bénéfices que vous avez en échange d'une cotisation ne constituent pas une contrepartie. Voilà, le fait de participer à une AG ou d'avoir un droit de vote, de participer aux décisions, ne constitue pas une contrepartie qui ferait que vous n'avez pas droit à un reçu fiscal. Là, ce sera plutôt le fait que l'association, la fondation soit reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général ou non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, pour le moment, moi, je n'en ai pas vu d'autres. En tout cas, sachez que vous pouvez nous contacter. Donc voilà, vous voyez là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter à donzeleg@pasteur-lille.fr où nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Comme je dis au début, et évidemment c'est aussi l'objet de ce webinaire, nous dépendons en grande partie de votre générosité, de vos dons, de votre soutien. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. On vous a mis un QR code ici. Et donc je le rappelle, tous les dons qui seront faits avant minuit le 31 Mhm. décembre vous ouvrent droit à une réduction fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 2023. Voilà, est-ce que vous avez peut-être un petit mot de conclusion, Florence? Écoutez, non, ravi d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça aura renseigné utilement les personnes qui auront assisté. Et puis, oui, c'est bientôt Noël, c'est bientôt la période des cadeaux. Donc, voilà.
la générosité pour tout le monde, c'est une bonne chose, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. Alors, je vois qu'on a juste une dernière question qui fait suite à ce qu'on a dit juste avant sur les cotisations annuelles de type Lions Club. Et bien, en fait, de la même manière, c'est directement l'association qui peut vous émettre ou non un reçu fiscal. Et donc là, il faut vous tourner vers l'organisation à laquelle vous avez fait un don ou une cotisation pour lui demander directement est-ce qu'elle est en mesure de vous délivrer un reçu fiscal à ce titre. Voilà. Et alors, bon, j'en ai une dernière, mais après, on va s'arrêter là. Mais si, bon, si vous avez des questions, on peut continuer. Où vont les dons à l'Institut Pasteur de Lille? Donc, à l'Institut Pasteur de Lille, vos dons viennent financer les projets de recherche. Et donc, en effet, ce que je vous disais au début, ce sont des recherches qui sont sur tout type de maladies, les maladies infectieuses. Voilà, je ne vais pas revenir sur tous ces types de maladies. Ici, on fait de la recherche fondamentale. Donc, l'idée, c'est d'aller comprendre les mécanismes, de comprendre le vivant, comment fonctionne l'être humain, mais comment fonctionnent aussi les microbes, les bactéries, les virus, pour aller trouver des nouvelles pistes de traitement, de diagnostic, de vaccins, de médicaments. Et donc, on a toute cette partie où on va aller comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne ou, à l'inverse, ne fonctionne pas, à quel moment quelque chose, par exemple, aujourd'hui, un grand sujet, c'est la résistance aux antibiotiques. On essaie aussi de comprendre comment maintenant les bactéries réussissent à résister à ces antibiotiques et comment passer au-dessus de cette résistance. Et donc, on a toute cette phase-là de comprendre, de trouver de nouveaux candidats et de développer de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, comme je le disais, pour participer à une meilleure santé pour tous. C'est vraiment notre objectif. Quand on dit vivre mieux plus longtemps, c'est pouvoir profiter de la vie en bonne santé, de ses proches et de tout ce que la vie a à offrir le plus longtemps possible et partout dans le monde. Ça répond à vos questions. C'est très complet en tout cas. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas tous. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions et on va mettre fin à ce webinaire pour aujourd'hui. Un grand merci et un grand merci Maître Gros évidemment d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci Léa, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.